Donc nous démarrons la séance du conseil municipal du lundi 19 février 2024. Donc je vais faire l'appel pour vérifier le quorum. Le quorum il y est, on est un peu plus que d'habitude, c'est bien. Donc Jean-François Corneau, présent. Jacques Defray, présent. Dominique Saldo, présent. Eddy Soitel. Présente. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Elle est présente. Luc Clavier donne procuration à Jacques Defray. Marilyn Brûlé. Michel Jackson. Catherine Danesi. Simone Bastard. Dominique Toulon me donne procuration. Gérard Philippe. Présent. Annick devrait nous rejoindre, pour l'instant absente. Pascal Herbelin a donné procuration à Michel Jackson. Christophe Azema, présent. Valérie Baragis a donné procuration à Christophe. Charles Gachet, présent. Paul Davet, présent. Barbara, présent. Éric Dary donne procuration à Jean-François Verrier. Jean-François Verrier, présent. Aurélie Bringer-Durand devrait arriver. Donc pour l'instant, Émilie Vernou qui donne pouvoir à Aurélie n'est pas représentée. Audrey Lezo, Emmanuel Salmazo, présent. Nadia, Serge Lafont, présent. Et Brigitte Tahan donne procuration à Catherine Danesi. Donc le quorum est bon, je vous fais circuler la feuille de présence. C'est la feuille d'émargement. Démarchement. Pardon. La feuille de présence, vous la trouvez. Voilà, on est là. Non. Attends. Ah oui, d'accord. Donc, nous commençons comme d'habitude par l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 5 décembre 2023. Y a-t-il des observations? On passe au vote qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Donc ensuite, compte rendu des décisions prises par le maire en application de la délégation générale donnée par le conseil municipal, l'ensemble des décisions a été communiqué en application de l'article L21-22-23. Donc la décision 2023, demande de subvention au département, fonctionnement multi-accueil année 2024. La 2023-43, modification de la régie de recettes de la bibliothèque municipale. La 2023-44, actualisation des tarifs de la régie de recettes bibliothèque municipale. Ensuite, nous passons aux décisions de 2024. Donc, de la décision numéro 1 à la décision numéro 11, ça concerne les marchés de travaux pour la rénovation et l'extension de la salle des garrigues. Donc il y a le lot peinture, électricité, plomberie, chauffage, CVC, carrelage, revêtement, cloison, plafond, isolation, doublage, menuiserie extérieure bois, étanchéité, charpente et structure, démolition gros œuvres et le terrassement. Et je vous informe que les travaux ont commencé. Et la dernière, la 2024-12, c'est la sortie de biens de l'inventaire et de l'actif que Hélène et Régina ont préparé. Pas d'observation, vous êtes au courant donc des décisions. Ça doit être bon, Serge, on fait passer. Donc, avant de passer à l'ordre du jour de la séance, je voulais qu'on ait un moment de pensée pour les personnes qui sont disparues depuis le dernier conseil. Certains ont joué des rôles au niveau de la mairie, certains ont joué des rôles au niveau associatif. Donc, je ne vais pas citer l'ensemble des personnes décédées dans cette période, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc la première pensée va pour l'élu qui était Jean-Marie Thomas. Il a été conseiller municipal et adjoint à une époque. Donc on a une pensée pour sa famille. Ensuite, un clin d'œil au troisième âge, je voulais penser à Jean Pineri,
qui est parti assez rapidement. Ensuite, je pensais à Gisèle Cuifardi-Gazel, qui est décédée, et pour votre information, les Nouveau-Rhôniens, c'est celle qui a démarré le commerce de Côté-Fille, qui a créé ça. Je n'ai pas recherché la vie. Ensuite, nous avons M. Robinet. Pour nous, c'était l'intramuros de la salle des associations. Il faisait partie de la société de bridge, et dès qu'il y avait une lumière ou quelque chose qui n'allait pas, le lendemain, Jacques était au courant. Voilà, donc je vais demander à monsieur le président du bridge de trouver quelqu'un qui fera le même job. Et bien entendu, je vais terminer par mon copain, mon ami, et surtout le père de Gérard, notre Gastounet de Rogne qui a accompagné Luc Leblanc quand il a été champion du monde. Voilà, et tous les autres qui sont décédés. Donc, je vous demande d'avoir une pensée pour eux à l'occasion de ce conseil. Voilà. Et nous allons commencer. Il y a quelqu'un qui arrive. C'est Aurélie. Donc, Aurélie présente et procuration des midis présente. Donc, nous allons commencer par l'administration générale. Vous avez pu prendre connaissance du rapport annuel 2022 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, observations. Chaque année, la métropole, donc, vous envoie le rapport annuel. Je me permets de... Bien sûr, bien sûr. Merci, Régine. Le rapport annuel de cette compétence. Donc Jean-François Verrier a des questions. Ouais, juste une par rapport à l'augmentation de la taxe cette année. Ils ont augmenté le taux par rapport aux bases d'environ 4%. C'est passé de 10, 60 à 14. Est-ce qu'on a des détails de cette augmentation? Parce que ça représente plus de 40% d'augmentation sur la valeur de cette taxe pour les habitants de Rognes. Tout à fait. Mais je l'avais déjà annoncé. Depuis 5 ans à peu près, on a eu une augmentation sensible du PIX. Et là, l'objectif de Martine Vassal, la présidente de la métropole, c'est que toutes les communes soient au même taux. Donc il y aura une régularisation à la hausse pour s'appliquer sur le taux que Marseille propose. Donc il va avoir encore une hausse. Mais on ne peut que constater, parce que c'est la légalité, que toutes les communes payent la même taxe. D'accord. Y a-t-il d'autres observations? Barbara, prends le micro s'il te plaît. Une question d'ordre général en fait. Sur la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte sur le village, quelles sont les zones en fait du village qui sont en porte-à-porte et celles qui ne le sont pas? Parce qu'apparemment, d'un quartier à l'autre, en fait, la collecte est différente. C'est juste pour notre gouvernement. Honnêtement, je n'ai pas le détail, Michel, je ne sais pas ce que dire. On n'a pas le détail. Pourquoi? Parce que, en principe, la métropole a repris ce qui existait précédemment. Donc, comme tu dis, il y a des personnes qui ont du porte-à-porte, il y a des personnes qui ont des bacs, les verts et les jaunes, et il y a tous les verts, etc., dans certains points de la commune. On peut, à l'occasion, Michel, tu le notes, que les services techniques nous communiquent quels sont les administrés de Rognes qui font du porte-à-porte, je dirais, principalement une partie du village. Ceux qui habitent dans le village, il y en a qui font du porte-à-porte. Oui, mais pas tous, en fait. Voilà, c'est pour ça que mais il y en a qui ne voulaient pas, il y en a qui voulaient. Moi, je me rappelle de ma mère, elle faisait ses petits trucs tous les jours ou tous les 2 jours. Elle allait au fond de la rue du cours Saint-Étienne, quand on descend à Souville, on faisait son tri. Et il y en avait qui mettaient dans des bacs et la métropole les prenait. Donc, nous, on n'a rien imposé à la métropole. Si un administré ne veut plus une distribution comme cela, je pense qu'il faut qu'il le signale au numéro unique de la métropole, qui est que vous trouvez sur tous les sites, ou un signalement au service technique qui transmettra à qui de droit.
Voilà la réponse que je peux te faire. Elle n'est pas très complète, mais voilà. Donc, vous avez pu voir, si vous voulez, moi je vous ai extrait quelques chiffres là. On est à peu près comme un Pérol en Provence. Le tonnage de Pérol en Provence est de 2880 tonnes. Celui de Rognes en 2022 était de 2018 tonnes. Et Saint-Canard, donc il y a une zone d'activité, était à 4678. Voilà. C'est juste pour vous donner quelques indications. Après, je crois que j'en ai pris un autre. Je vais vous donner. Après, on est plus ou moins quand même bon dans le tri. Alors, il y a le tonnage PAP, il y a le tonnage PAV, c'est le vert, le tonnage biflux, emballage, etc., etc. Et en tonnage global, en total de tri, on est dans un indice de 340,74 qui est tout à fait conforme en termes de qualité par rapport aux autres villages. Que vous dire de plus? Bon, vous le savez, c'est la collecte des papes, c'est la société Silim qui le faisait en 2022 et la société Veolia qui faisait les biflux, emballages et papier. Aujourd'hui, nous avons dans le village, vous avez dû le voir, la société, que ça finit par où, aidez-moi. Hein? Personne ne m'aide? C'est pas Silim? Silim? Bon, ça m'a... Pisorno, merci Michel. Mais c'est l'élu Nobel, donc il suit. Donc on a quand même des informations à avoir encore. Bon. Pour répondre un peu plus précisément à la question de Jean-François, donc il est indiqué à la page 62 du rapport, dans le contexte actuel, l'enjeu pour la métropole est donc de définir une stratégie sur l'harmonisation des taux de base d'enlèvement des ordures ménagères avec un objectif final au plus tard au 1er janvier 2026. Cette convergence progressive des taux rapproche l'ensemble des communes au taux moyen pondéré de la métropole de 14,36 en 2022 et réduit les écarts entre le taux le plus faible et le taux le plus élevé qui était à 24%. Voilà, après ceux qui aiment les chiffres, vous pouvez tout regarder si vous voulez. Pas d'autres remarques? Donc on vous demande de prendre acte. Il n'y a pas de vote là, hein, Régina? Non. Ok. Parfait. Premier point, passé. Alors, le deuxième. Si, on en a déjà plusieurs fois parlé, c'est le programme acté de Sequoia. C'est l'approbation de la convention entre la FNCCR, la métropole Aix-Marseille, la LEC, métropole marseillaise, l'atelier de l'environnement, CPIE du Pays d'Aix et 29 communes. Approbation de la convention de reversement. Avez-vous lu, avez-vous des questions particulières là-dessus? On en a déjà parlé. Oui. Vas-y. J'avais deux remarques. Il y a pourquoi il y a une différence que le montant n'est pas le même. Sur la page 2 de la note de synthèse, on passe de 5 741 par rapport à 6 000 €. Bon, c'est pas beaucoup, mais enfin bon, on ne comprend pas pourquoi. Et le deuxième point, c'est que la part communale annoncée pour la réalisation des audits énergétiques des bâtiments, elle était de 38 031 €. Elle a augmenté. Ouais. Est-ce que ce montant, les 8 741, vont couvrir une partie des 38 Oui. 031? Alors, réponse de notre DGS, oui. Elle a dit oui? Oui. Et pour ton information, Au nom de la loi. on verra un peu plus loin. Ouais. En ce qui concerne les audits énergétiques, on va avoir, dans le cadre du fonds vert, Dans des anticipations crédit. des anticipations crédit, 27 locaux et bâtiments, et ça représentera 95 000 €. L'aide, voilà. D'accord. Il y avait un dernier point, c'était le gymnase n'apparaît pas dans la liste des bâtiments recensés. C'est quand même un bâtiment très énergivore. Tout à fait.
Nous allons le faire cette année. Il est prévu cette année. Il est prévu cette année, si vous voulez, on a privilégié ce qui était en étude depuis des années, c'est-à-dire les vestiaires du stade, et Catherine nous en parlera tout à l'heure. Votre observation, Jean-François, micro. Ouais, donc c'est... Les micros pour les gens qui nous regardent sur Facebook. Oui, en fait, je l'avais déjà signalé, mais je suis persuadé qu'il y a des études qui ont déjà été faites, des audits qui ont déjà été faits sur pas mal de bâtiments, dont le gymnase et autres. Je trouve dommage qu'on aille dépenser plus de 80 000 euros à nouveau sur des trucs qui ont déjà été faits, quoi. Qui ont été faits Pour la plupart. époque. Ben, c'était au début, quand on y était, ou je ne me rappelle pas exactement, mais c'est certain, c'était à l'époque la CPA qui avait fait ça. Et je me rappelle très bien de Madame Pina qui avait fait ça, qu'il y avait des gens qui étaient venus. Donc ça serait peut-être bien d'essayer de retrouver ces études pour éviter d'en refaire. On ne peut plus rien faire sur le passé, tu le sais très bien, et c'est plus d'actualité. Mais comment ça? Si, parce qu'il y avait des gens qui étaient venus avec les caméras thermiques, etc. Voilà. Au niveau des subventions, ce ne sont plus les mêmes exigences de rendement gagné par rapport aux améliorations apportées. Après l'étude, c'est une étude. Oui, non, mais il y a eu des choses de fait depuis plusieurs années. Et tu comprends, Jean-François, avec tous les événements que nous avons tous les jours, qu'on entend à la télé, l'étude, si elle a été faite en 2018 et une étude aujourd'hui, ça ne voudrait plus rien dire. Ça ne voudrait plus rien dire. C'était une remarque. Mais la remarque a été acceptée. Donc, est-ce que vous m'autorisez à approuver et signer toute pièce afférente à ce dossier? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc après, c'est juste une régularisation de la révision libre des attributions de compensation. Là aussi, on en avait parlé. Vous avez vu que ça porte sur deux points importants, mais pour des montants faibles. La gestion des eaux pluviales, où il y a une variation de 616 euros, et la promotion du tourisme, où il y a une variation de 1570 euros. Je ne pense pas que ça appelle de remarques particulières. C'est dans le cadre de la clé de la métropole que ces chiffres-là vous ont été proposés. Pas d'observation? Donc on va passer au vote. Donc vous voyez que la nouvelle attribution de compensation va être de 668 984 euros contre celle qui était en 2019 de 642 338 euros. Donc le conseil municipal vous demande de valider l'attribution de compensation socle de la commune s'élève à 668 984 euros à compter de 2024. Pas d'observation, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Alors, nous arrivons au point principal. Donc, comme l'année dernière, c'est Catherine qui a préparé ce dossier avec les chiffres fournis par Hélène et Régina, que je remercie, puisqu'elles n'apparaissent pas en direct. Alors, je pense qu'il vaut mieux que Catherine développe, puisque c'est un débat, et après, vous allez intervenir, c'est un débat. Et respectez le temps de parole de chacun. Donc Catherine, à toi de jouer. Ok. Donc c'est parti pour le débat d'orientation budgétaire. Donc Micro. Monsieur le maire, pardon, excusez-moi. Oui, voilà, donc par rapport au rapport d'orientation budgétaire qui a été joint à la convocation du conseil de ce soir, moi j'ai préparé donc chaque année une petite synthèse des éléments qui m'ont paru les plus importants. Voilà, donc je vais vous les présenter thématique après thématique. Donc déjà, dans une première partie de ce rapport, vous aviez tout le contexte économique. Donc pour 2024, on attend un reflux de l'inflation qui devrait passer de 4,9% en 2023 à 2,6% en 2024. Une nette amélioration qui est attendue aussi au niveau du pouvoir d'achat, par la baisse des prix et l'augmentation des salaires attendus. Un taux de chômage qui devrait être stable. Bon, le contexte géopolitique incertain va peser dans les équations économiques.
Un déficit public en 2023 qui est de 4,3% du PIB, avec un objectif en fin 2027 pour qu'il soit réduit à 2,7%. La dette publique est de l'ordre de 109,7% du PIB, soit 3 088 milliards d'euros, source INSEE, troisième trimestre 2023. Sur l'année 2023, il est constaté au niveau national une hausse de dépenses des collectivités de l'ordre de 5,5%, donc des dépenses à caractère général et des dépenses de personnel en forte hausse. La trajectoire budgétaire française à horizon 2027 de la loi de programmation des finances s'inscrit donc dans un déficit public qui devrait être limité à moins de 3%. Et une maîtrise de l'ensemble des dépenses de toutes les administrations qui devrait cadrer à un demi-point en dessus du taux annuel d'inflation. Donc ça, c'est ce qui va être imposé à toutes les collectivités. Soutenir également la compétitivité des entreprises et assurer les transitions énergétiques et numériques. Et on le verra, des concours financiers de l'État en nette hausse, notamment le fonds vert. Donc sur la loi des finances 2024, donc au niveau de la taxe foncière cette année, une revalorisation des valeurs locatives de 3,9%, puisque donc elle est indexée sur l'indice au des prix à la consommation harmonisée du novembre de l'année précédente. Elle avait été de 7,1% en 2023. Donc une actualisation des bases locatives des locaux professionnels qui avait déjà été reportée et qui a à nouveau repoussé en 2026. Également dans la loi des finances 2024, un assouplissement au niveau des règles de lien entre les taux de taxe d'habitation sur la résidence secondaire. 2024, c'est la fin du filet inflation, donc qui servait donc à limiter un petit peu l'augmentation des dépenses d'énergie, dépenses de denrées alimentaires, également la hausse des points d'indice pour les dépenses de personnel. Au niveau de l'amortisseur électricité, il est maintenu, ainsi que le bouclier tarifaire pour les particuliers. L'amortisseur électricité donc sera reconduit, mais avec une modification des seuils. En effet, il y aura un seuil de déclenchement qui sera supérieur à 250 € par mégawattheure au lieu de 180 en 2023, ce dont on avait déjà bénéficié sur nos factures en 2023. Le fonds vert, donc le fonds d'accélération transition écologique est encore dans la loi des finances 2024 avec un 2,5 milliards d'euros, donc pour financer tous les projets en faveur du climat, de la biodiversité et également de l'amélioration du cadre de vie. Au niveau de la DGF, donc une augmentation de l'enveloppe de l'État pour la DGF. On verra plus tard que pour Rognes, malheureusement, on n'est pas concerné. Sur la hausse, l'augmentation des crédits. Au niveau des ETR, également 1,04 milliard d'euros attribués par l'État. Et au niveau du DECIL, dotation de soutien à l'investissement, 570 millions d'euros. Donc maintenant pour Rognes en 2024, donc nos objectifs, c'est toujours poursuivre la maîtrise des dépenses à caractère général, afin de préserver un niveau d'épargne brute qui va permettre d'une part de paiement de la dette et d'autre part favoriser l'autofinancement de nos investissements. Il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition par la commune. On a vu auparavant que la base est augmentée avec le niveau d'inflation. Des recherches de subventions et de recettes extérieures, un suivi de tous les projets d'investissement avec des subventions associées auprès de nos partenaires institutionnels et la priorisation des investissements qui sont en lien avec la qualité des services mais aussi la rénovation énergétique de nos bâtiments. Et en 2024, la possibilité de recours à l'emprunt fin 2024 afin de pouvoir réaliser l'aménagement des vestiaires du complexe sportif des Garrigues. Donc les contraintes pour ce budget 2024, toujours l'inflation avec l'augmentation des prix des matières et des services. Malgré le refus de l'inflation, on voit très bien que les prix produits et services ont du mal à baisser. Donc ça impacte les charges de gestion courante, mais également l'intégralité de nos projets d'investissement qui subissent de fortes hausses de prix.
les résultats sur la réduction de notre épargne et donc de notre capacité annuelle à pouvoir investir. Les dépenses également augmentent bien plus vite que nos recettes. Les dépenses en énergie impactent lourdement nos finances. Donc en 2021, au niveau de l'électricité et le gaz, on a dépensé 228 000 euros. En 2022, 373 000 euros. 2023, 450 000 euros. Et en 2024, nous avons étudié que le budget devrait être de 480 000 euros, malgré les mesures de soutien qui perdurent encore en 2024. Donc les points positifs. On nous annonce une possible baisse du coût de l'électricité. Donc ça, c'est possible, mais on attend les factures de mars pour en être certain. L'exemption de la taxe sur les logements sociaux, donc la loi SRU pour la commune, dossier qui avait été, on a déjà parlé, accepté. Donc cette exemption va couvrir la période 2003 à 2025. Et le maintien de l'amortisseur électricité en 2024. Donc les résultats provisoires de l'exercice 2023, donc on dépense 4 851 829 euros et on recette 5 151 447 euros, donc un résultat pour cet exercice 2023 de 299 618 euros. Ce qui nous fait un excédent de clôture de la section de fonctionnement de 1 883 246 euros. Sur les investissements, cette année 2023, les dépenses d'investissement à hauteur de 3 574 640 euros et des recettes de 2 246 300 euros, donc un résultat négatif de 1 328 340 euros. Les restes à réaliser, eux, dégagent un résultat positif de 239 488 euros, puisque les recettes sont à hauteur de 2 123 000 euros, pour des dépenses à hauteur de 1 884 000 euros. Donc, grâce au fil d'inflation et au dispositif amortisseur électricité, à l'exemption des pénalités loi SRU, on permet cette année de dégager ce résultat positif de 299 618 euros, ce qui constitue une épargne brute de 492 700 euros et une épargne nette de 216 380 euros. Donc on a cette année un résultat qu'on peut qualifier de relativement satisfaisant. Les restes à réaliser présentent donc un solde positif de 239 488 euros et les dépenses d'équipement représentent la somme de 2 817 000 euros. Donc le solde négatif de la section d'investissement sera financé par l'excédent de clôture de la section de fonctionnement. Donc on va voir maintenant les dépenses d'équipement de 2023, donc les 2 817 000 euros. Donc en grande partie, donc voirie et aménagement urbain, donc tous les travaux de voirie dans les divers chemins, chemin des Dunes, Valcro, Fond de Vable, Saint-Germain, également la fin des travaux parking Espagne et le parc de Versailles. Pour les bâtiments et sites communaux, 592 735 euros de dépenses. Des travaux d'accessibilité, la toiture des salles, la salle des associations, remplacement de la chaudière en mairie, les menuiseries au gymnase, remplacement du système de laverie de la cuisine centrale et du réseau d'eau. Au niveau parc informatique, 75 291 euros de dépenses. Installation de téléphonie IP, la fibre dans tous les services, ordinateur pour les services et des serveurs. Modernisation de l'éclairage public, donc pour 422 567 euros. Parc de Versailles, la Fanée, la Forge, les Figuiers, les Pénitents, avenue Ségarès, Saint-Denis, impasse de l'Horreur, avenue d'Aix et rond-point route d'Aix. Pour l'équipement des services, un montant de 138 467 euros, donc un véhicule pour la police municipale, les vélos à assistance électrique pour l'office du tourisme et des packs écrans interactifs et tablettes pour doter l'école maternelle. Des subventions associées à hauteur de 1 107 760 euros et un montant de FCTVA de 137 635 euros.
Donc, un petit rappel des efforts d'investissement sur la période 2020-2023. Donc, c'est 8,68 millions d'euros qui ont été engagés en investissement, 1 17 000 euros en 2020, 1 49 000 euros en 2021, 3 792 225 euros en 2022 et donc 2 817 000 en 2023. Donc essentiellement en budget la modernisation de l'éclairage public, 1 150 000 euros le budget global et 825 000 euros de subventions pour ces travaux. Des travaux de voirie pour 934 732 euros et subventions associées 645 315 euros. Ensuite, divers travaux dans les bâtiments, également des travaux dans l'accessibilité, l'équipement des services pour 556 000 euros, l'acquisition des parcs des galeries qui fut le plus gros investissement de l'année 2022 pour 1 262 945 euros, parking La Fanée et son ombrière pour 828 564 euros, le parc de Versailles pour 722 424 euros, informatique, matériel, logiciel, site internet, la modernisation de l'ensemble des services de 164 458 euros. Ces prix étant bien entendu TTC. Voilà, donc ça c'était pour 2023. Maintenant pour 2024, donc le budget, donc les recettes de la section de fonctionnement en recettes devrait présenter une baisse de recettes de 2%. Donc ce qui va chuter, ce sont les dotations, subventions et participations. En fait, effectivement, en 2024, nous n'aurons plus le filet inflation. Ensuite, les recettes également d'exploitation vont baisser, parce que la particularité en 2024, c'est que la commune ne percevra plus le produit du contrat global territorial versé par la CAF. Il sera directement versé aux prestataires, donc c'est un montant de 69 924 euros. Mais bon, c'est aussi une dépense qu'on aura en moins sur le poste de dépenses. Voilà. Impôts et taxes vont représenter 4 166 000 euros, sachant que le produit fiscal de la commune s'élèvera à 2 907 283 euros, ce qui représente donc les taxes foncières et habitations. Ça représente 84% des recettes 2024. La dotation globale de fonctionnement est en légère baisse, on peut dire qu'elle est stable, et le fonds de péréquation est en baisse. Donc le total des recettes de la commune devrait être à hauteur de 4 939 945 euros. Maintenant pour les dépenses. Donc les dépenses devraient être en hausse de 5%. Alors les dépenses de gestion devraient être en hausse de 26,72%. Donc c'est une hausse qui s'explique par le passage à la norme M57. Les charges qui figuraient au chapitre 67, charges exceptionnelles telles que la participation aux fermiers, donc les prestataires pour crèches et accueil de loisirs, seront désormais avec la norme M57 au chapitre 65 dans les charges de gestion courantes. Avant, on les retrouvait donc dans le poste autres charges qui est en bas du tableau, qui passe désormais donc à 12 027 euros. Maintenant, ce se retrouve en charge de gestion, ce qui explique l'augmentation. Les charges de personnel, plus 2% à hauteur de 2 357 000 euros. L'atténuation de produits, c'est le fonds de péréquation, donc environ 20 000 euros. Les charges financières sont en baisse à 37 862 euros, baisse de 20%. Donc un total de dépenses à 4 803 848 euros. Voilà pour la section de fonctionnement. La section d'investissement à hauteur de 3 044 000 euros. Donc les principaux investissements sur l'avenue de Lambesque, des travaux de voirie, la mise en discrétion aussi des réseaux pour l'avenue de Lambesque, l'extension du cimetière pour 473 000 euros, les travaux divers de voirie pour 200 000 euros, les OLD, notamment Saint-Estève, 30 000 euros, la signalétique, 26 000 euros, éclairage public, cette fois-ci, ce n'est pas la modernisation, mais ce sont des rénovations, modernisation d'armoires électriques, 100 000 euros,
La rénovation énergétique des bâtiments, donc c'est l'axe majeur de 2024 à 770 000 euros, avec son lot d'audit énergétique, 81 240 euros. La maîtrise d'œuvre pour la rénovation du centre des services techniques pour 85 000 euros. Le repérage amiante avant travaux, 47 220 euros. Et l'équipement divers des services, dont notamment 3 véhicules à remplacer et d'autres équipements pour 130 000 euros. Au niveau informatique, un petit budget parce que la modernisation des services est quasiment terminée, donc 10 000 euros. Donc au niveau des investissements, toujours une recherche active de subventions auprès de nos partenaires, également dans le cadre des fonds verts. Les subventions attendues en 2024, 936 895 euros. Et le FCTVA, cette année, devrait être de 378 410 euros, puisque c'est le retour du fonds de compensation de la TVA sur les investissements qui ont été réalisés en 2022. L'affectation d'une partie du résultat cumulé 2023 de la section d'investissement pour 1 88 852 euros. Et donc le projet de 2024, c'est les vestiaires du complexe sportif des Garrigues, qui est estimé dans sa phase préparatoire à 1 600 000 euros, qui est à prévoir au budget 2024, ainsi qu'une autorisation de programme et un crédit de paiement à hauteur de 1 million d'euros. Pardon. Voilà, donc sur la partie en cours de la dette et annuité, donc je vous ai remis, l'encours de la dette en 2020 était de 2 229 000 euros. Sur ce tableau, on voit l'encours de dette au 1er janvier 2024, donc qui est de 978 734 euros. Et l'annuité de cette dette est de 323 811 euros. Donc en fin d'année 2024, un emprunt va s'arrêter et faire passer l'annuité de dette de 323 811 euros annuels à 117 803 euros à partir de 2025 jusqu'en 2028. Voilà, donc le capital de la dette qui est en 2024 de 285 950 euros est supporté par la section d'investissement et les intérêts associés, 37 862, et ces intérêts, eux, sont supportés par la section de fonctionnement. En 2025, le capital de la dette sera de 91 685 euros et les intérêts de 26 119 euros. C'est pourquoi, fin 2024, il est envisageable, de par la baisse de cette annuité des intérêts sur la section de fonctionnement, d'avoir recours à un emprunt afin de financer de nouveaux projets d'investissement, dont notamment le complexe sportif des Garrigues. En cours d'année, on aura donc à se positionner sur cette autorisation de programme et sur ce crédit de paiement qu'il faudra valider sur le budget 2024. Je vous ai remis un petit rappel aussi des charges financières que supporte la section de fonctionnement depuis 2020. Donc elle était en 2020 de 83 748 euros et en 2024 elle sera de 37 862 euros. Voilà pour les grandes lignes de ce débat très simplifié. Il y a quand même de la matière. Merci Catherine. Ça fait beaucoup de chiffres. Là, c'était juste pour vous montrer à quoi vont ressembler le projet. Voilà. C'est les premières lignes du projet du complexe sportif Les Garrigues. Christophe, tu veux dire le mot? Prends le micro. Non, c'est juste pour expliquer ce qu'on va y trouver. S'il y a des questions, alors en fait... Non, mais on va pas débattre sur le projet. Dans le détail, sinon... Mais explique... Bon, grosso modo, vous le voyez sur la partie plan à droite. Donc le projet des vestiaires, il est collé au gymnase, c'est la partie rayée que vous voyez à chevet, que vous voyez à droite. Et donc il y aura une communication entre les deux bâtiments. Et donc vous avez d'abord, en partant du haut à droite, deux vestiaires, puis dans la diagonale deux autres. Ensuite la partie local arbitre, et puis
avant d'arriver à la partie verticale qui est la salle de convivialité. Vous avez 3 locaux dédiés aux associations sportives. Le cheminement, explique où il est. Alors le cheminement, on arrive comme aujourd'hui par le parking entre guillemets dit du tennis, qui est le parking central du centre sportif. Et puis on remonte là vous voyez sur la verticale le long de tous les bâtiments. Et on rejoint donc le parking qui est dit du foot, qui est donc derrière le gymnase. Donc on passe devant les bâtiments, mais en gros comme on passe aujourd'hui. Donc sinon, la globalité du projet représente 360 mètres carrés. Qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que ça sera l'objet de demande de subvention, ce montant? Bien sûr. Faut espérer. Qui me paraît important. Et c'est l'augmentation des coûts de construction que tu retrouves de partout. J'en profite juste pour dire que ça n'a rien à voir, mais Spar a été étonné du loyer qu'ils vont payer cette année, qui est à plus de 1% par rapport à l'indice de référence de la location. Voilà. Oui, moi j'ai une question. Il y en avait déjà eu le même problème avec l'aménagement du parc des Garrigues, puisque on a fait 2 appels d'offres parce qu'on arrivait à des sommes c'est impressionnant, si vous voulez, en 3 ans, l'augmentation qu'il y a eu naturelle de tout. Vous le voyez pour vous, si vous faites des travaux dans votre habitation, tout explose. Voilà. Alors, le débat, donc Catherine, je la remercie pour la présentation que vous avez eue ou que vous pourrez avoir. L'année 2023, moi je suis très satisfait du résultat, malgré tout ce qui s'est passé, malgré ces frais inqualifiables, mais je ne vais pas en reparler, je l'ai déjà dit haut et fort. Ce qui m'a fait plaisir, après, ce n'est pas la finance, mais vous avez dû voir l'article qu'il y a eu dans le journal, où le sous-préfet d'Aix-en-Provence, par rapport aux logements sociaux, a cité 2 communes, Mimet et Rognes, en disant qu'ils étaient à notre écoute, qu'ils nous aidaient. Et nous, on a eu le bonus de 180 000 € que multiplie 3. Mais dans 3 ans, il se peut qu'on redevienne 47. Donc je pense que 2023, ça a été une année importante et ça tombe bien, puisque nous avons, depuis 3 ans, après Covid, repris des investissements. Vous avez vu les montants, 2,5 millions, 3 millions et des poussières, et cette année, 2,8 millions. Là-dessus, ce qui nous fait plaisir cette année, c'est qu'on a reçu déjà une première somme. Je peux préciser, c'est la TVA récupérée, Catherine. C'est TVA, oui, 390 730 €. Voilà, sur le 2022, sans compter, si j'ai bien suivi, l'acquisition du parc des Garrigues, qui ne rentrait pas en compte. C'est ça. Donc ça veut dire que pour 2,5 millions d'euros, on a touché 394 000 €. Donc pour 2 817 000 en 2023, on va toucher 450 000 € en 2027. Donc ça, c'est le retour de la TVA en fait. Ils prennent, tu précises combien, Catherine? Oui, en fait, quand les projets sont subventionnés, ils sont subventionnés sur leur base hors taxe. C'est pour ça que souvent il y a des écarts entre hors taxe et TTC quand on présente les projets et après les budgets. Ensuite, il y a la TVA est quand même applicable, au taux classique de 20%. Et le retour du FCTVA, c'est environ 16, 48, 16, 50%. Mais il y a un retour en année 2 en fait, de N moins 2. Voilà. Donc c'est pour ça que cette 2024, nous avons le retour, nous commençons à récupérer la TVA de 2022. C'est pour ça que les montants commencent à correspondre avec le niveau d'investissement normal. Et ça, je pense que c'est important parce que 2022, 394 000 €,
2023, environ 450 000 euros. Et 2024, on a prévu combien, Catherine, déjà? Ça dépendra de... Voilà, oui, des projets qu'on a. 390 000 euros, ça dépendra des projets Donc, ça veut dire que... voilà. 2024. Voilà. Donc, ça veut dire que pour les 2023, 2024, 2025, on aura environ 450 à 500 000 euros de boni en début d'année. C'est pas net, hein, 500 000 euros. Ça veut dire que si sur un projet on met 50%, on peut faire 1 million d'investissements, hein, juste sur cette partie-là. L'objectif, c'est de ne pas réaliser les excédents que sur cette partie-là. Mais on fait bien d'investir, quoi, hein, puisqu'on a un retour sur l'investissement pour rappeler les formules bancaires. Avez-vous allez-y, parlez des points que vous souhaitez. Alors moi j'ai un point, j'ai plusieurs points d'abord à aborder. Donc effectivement Catherine nous a montré l'évolution des coûts énergétiques qui... voilà, donc je pense qu'en fait on l'avait amené sur la table il y a un certain temps déjà, l'idée de développer de l'autoconsommation, autoproduction, autoconsommation par la commune pour ces bâtiments, en particulier pour l'école. Voilà, donc ça a été fait, mais c'est juste que en fait la surface est ridicule par rapport aux besoins à couvrir. Donc il y a énormément d'aides qui sont, je veux dire, aujourd'hui, il y a des enveloppes en tout cas qui sont conséquentes pour développer ce type de travaux. Ça aurait été au plus grand bénéfice en tout cas de la commune, parce qu'on aurait pu, en tout cas sur cette année, on aurait pu bien mieux, en tout cas, effacer cette hausse de l'énergie. Et il est encore temps de le faire, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est pas prévu dans vos projets. Et moi, je pense qu'on a la surface. Sachez qu'en plus, la loi, je pense que ça ne vous a pas échappé, demande à toutes les communes d'identifier des zones de développement accéléré des énergies renouvelables. Je ne sais pas si c'est un travail sur lequel vous vous êtes déjà penché. En tout cas, il est temps de le faire, il est temps d'accélérer les choses. Et je pense qu'il est temps aussi d'amortir et d'effacer cette hausse conséquente qui pèse de l'énergie qui pèse quand même sur notre budget. Donc ça, c'est une première remarque. Alors, Catherine, si tu veux répondre, moi, je rajouterai quelque chose. Oui, tout à fait. On a déjà des propositions pour aménager certaines toitures. Donc ça, tout ça, c'est à l'étude. Après, on attend surtout les retours d'audit et surtout les retours de préconisations techniques qui seront faites. Effectivement, c'est un axe sur lequel on est intéressé. Ça fait 3 ans qu'on entend la... Alors, ça fait 3 ans, je vais répondre à ça. Eh bien, l'équipe en place a décidé de faire ce qui est sorti. D'accord? Qu'est-ce qui est sorti? Un parc, tout le monde vient à Rhône dans le parc. Vous l'avez critiqué, mais moi je suis heureux. C'est pas fini, hein? Oui, moi je suis heureux parce que tout le monde nous félicite. Donc c'est pour le bien-être des gens, d'accord? Après, le bien-être de la sécurité à l'école avec l'aménagement du parking, je veux dire, on a privilégié les projets qu'on avait avant. Et on va bien entendu intégrer pas les priorités. Le gymnase, on va intégrer le photovoltaïque sur l'école, etc., etc. Mais vu les augmentations qu'il y a eu, on ne génère pas assez d'épargne pour pouvoir faire des investissements qui vont être encore plus importants que cela. D'accord? Donc, une chose après l'autre, comme on dit comme ça, une chose après l'autre. Oui, mais voilà. C'est pas dans l'ordre. Et dans le bon sens, puisqu'on n'augmente pas les taxes foncières. Regardez toutes les communes qui augmentent les taxes foncières. Regardez toutes les communes qui prennent les taxes sur les logements vacants. D'accord? Moi, je me refuse tant que je suis là. Hein? Parce que les propriétaires, ils payent tout aujourd'hui. Bon, sauf la tonne qui augmente. Voilà. Mais à un moment donné, nous, on termine ce qui a été prévu. Et l'investissement des garrigues, même s'il n'a pas rapporté de TVA, c'est-à-dire qu'on a perdu, entre guillemets, 20% là-dessus, dans 15-20 ans, c'est un outil pour les peut-être 7, 8 ou 10 000 habitants de Rognes. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait cet investissement. À un moment donné, quand on est en décisionnaire, eh bien on met des priorités. C'est ce qu'on a fait. Et là, on va bien entendu
pour revenir sur les propos d'Aurélie, on va bien entendu, avec ce qu'on a voté la dernière fois, c'est le CPIE qui va nous aider, on va partir sur, je dis n'importe quoi parce qu'il faut qu'on le chiffre précisément, 50% d'investissement dans ce domaine-là, mais on n'oublie pas que si au 30 juin, le procès de la cave se termine favorablement, j'ai pris des engagements d'1,2 million sur le projet de la cave, donc il y a des choses qui sont en route. Et ces choses en route, je les ferai, puisque je me suis engagé vis-à-vis de la population. Voilà. Il y a un autre volet qui était la priorité déjà en 2023 et qui le reste encore cette année, c'est la rénovation de nos bâtiments. Ils sont anciens, hein, vous les connaissez tous. Donc la priorité c'est rénover déjà ceci. Et ensuite, oui, les projets, bien sûr qu'il est intéressant et il faut l'étudier. Et on espère qu'il y aura un vrai débat, en fait, sur tous les projets qui ont été présentés, hein, que ce soit le vestiaire, que ce soit le projet d'autoproduction, autoconsommation, que ce soit tous ces autres projets, ça aurait dû être le cas en tout cas pour l'éclairage public, on avait demandé... on avait alerté sur le montant qui nous paraissait colossal de la rénovation de l'éclairage public. Donc en fait, oui, le montant des subventions sur l'éclairage public. Oui, mais c'est de l'argent public. C'est pas une réponse. C'est pas une réponse. Bien sûr qu'on l'a noté, mais c'est sur l'année 2022. En fait, le fond de mon propos, c'est de dire, ce sont des montants conséquents et la moindre des choses, c'est qu'on puisse avoir des vrais dossiers, qu'on puisse débattre, qu'ils puissent être présentés à l'occasion de conseils ou mieux de commissions, et que, en tout cas, c'est ce qu'on attend pour les vestiaires. Hein. On trouve que ça a l'air d'être un chouette projet, etc. Mais en tout cas, on attend cela. Et ensuite, moi, Jean-François, je voudrais simplement dire quand même, je ne partage pas tout ton satisfecit sur, en particulier, le stade. Hein, l'ancien stade, parce que c'est un terrain qui aurait pu rapporter 2 à 3 millions d'euros pour la commune, et c'est un terrain qui nous a coûté 770 000, voilà. Donc je pense qu'en fait, il y avait aussi des priorités qui étaient peut-être on avait une opportunité, en tout cas, et surtout compte tenu de ton enthousiasme vis-à-vis du préfet à développer des logements sociaux, etc. Je pense que ce terrain-là en particulier, il aurait pu être mis à profit de manière beaucoup plus opportune et que ça aurait pu rapporter une somme, en tout cas une réserve pour la commune, qui nous aurait permis de mener tous les projets, que ce soit la sécurisation de l'avenue de Lambès dont on parle, voilà. Ce que je te propose, on fait un sondage auprès de la population. À un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Vous dites qu'on fait trop de logements parce que j'ai signé un contrat de mixité sociale. Vous ne voulez pas que je l'applique. Et mine de rien, j'ai sorti quand même un dossier de 60 logements. On dit que... Non, on ne dit pas ça, Jean-François. On dit pas ça. On dit, je vais t'expliquer, je vais réformuler. Non. On dit qu'il y a eu 7 programmes immobiliers, une croissance importante de la population de Rome. Vous allez faire le recensement, on va pouvoir effectivement... Et qu'on dit simplement, il faut que le village y suive, il faut que les infrastructures elles suivent, il faut que, je veux dire, au niveau de la circulation, du schéma de circulation, ça suive, il faut que, en fait, ça suive. Il faut que ça soit pas des accidents, une croissance des accidents sur la route de la Trévarès, il faut que ça suive, c'est ça qu'on dit. Donc nous, on sait bien qu'il y a une crise du logement, on sait bien qu'effectivement, il faut que les gens puissent se loger, mais il y a une vraie réflexion à mener sur où est-ce qu'on construit sur le bassin métropolitain. Est-ce que la meilleure opportunité, est-ce que le meilleur endroit, c'est Rognes, qui est à 1 heure d'embouteillage de la Durale, 1 heure d'embouteillage de Marseille, voilà. Le débat, il porte sur Rognes. Il porte aussi sur le bassin métropolitain. L'objectif numéro 1, que je dis chaque fois, c'est l'intérêt pour Rognes et uniquement pour les habitants de Rognes. Ce qui se passe dans la Trévarès, qui n'est pas dans la commune de Rognes, c'est pas à moi de le gérer. Ah, tu veux dire que les accidents qui se produisent... c'est le département qui gère. Mais non, c'est à nous aussi. Voyons, c'est pas une... je partage pas cette réponse. Je partage pas, mais c'est la réalité. Je veux dire, si... Allez, on va laisser la parole. En tout cas, il faut que les infrastructures, elles suivent. Ça va suivre, ne t'inquiète pas.
Barbara, Nadia, si vous avez des... Allez-y, exposez vos... Oui, moi je voulais rebondir, on parlait du projet de CAF justement, et le budget là, on n'a rien en fait qui est inscrit. On n'a rien parce qu'il n'y a rien de... Je répète, Barbara, qu'on avait inscrit dans le contrat de plan avec le département, et le département avait dit tant qu'il y a eu une opération juridique en cours, on n'inscrit rien. Et pourtant, dans la dernière fenêtre du Fousset, vous mentionnez un début des travaux en 2024. Mais si on a une décision favorable avant le 30 juin. C'est de la com. Non, c'est pas de la com. Je m'en serais passé de ce recours organisé politiquement et pas économiquement pour le village. D'accord? Je m'en serais passé. Vous n'avez pas passé. Je pense que tu as mis un mot de trop, c'est politiquement. Je pense que tu peux retirer. C'était votre associé, Maître Ibanez. Mais non, mais c'est pas. Je le dis haut et fort. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Continue. Je passe la parole. Bon, du coup, moi je parle pour 2024. Là, au niveau des investissements, il a une ligne réfection avenue de Lambès qui a un montant de 330 000 euros. Oui. Au vu des montants actuels, des travaux, etc., ça me semble très très peu. Alors, je vais te répondre et Michel va te répondre. Oui, je sais qu'on a un peu évoqué l'eau, je ne sais pas ce qu'il y a prévu là-dedans, mais au vu de la distance et la longueur de cette avenue, au vu de ce qu'on met par exemple sur le cimetière, enfin, en comparaison à d'autres types de travaux, ça ne me semble pas on est bien d'accord. à la mesure du projet. Oui, mais pourquoi? Le fait que c'est traîné, c'est dommage par rapport à la sécurité globale. Ça, j'en suis conscient. Paul, s'il vous plaît. Par rapport à la sécurité globale, on prend du retard. Parce que le département nous exigeait des pistes cyclables, mais où passer les caravanes? On ne pouvait pas. La bonne nouvelle, c'est un peu comme la station d'épuration. Il y a eu changement de compétences. La station d'épuration, on n'a payé que de l'ancienne à la nouvelle, et le reste a été pris par la métropole. Et là, c'est pareil. Une partie des travaux qu'on aurait fait, il y a 4 ans en arrière, on ne les fait plus. Puisque la métropole nous a confirmé aujourd'hui qu'ils avaient choisi de mettre d'œuvre, c'est ça, Michel? C'est ça, oui. Voilà, je te laisse continuer pour le planning. Oui. Donc la métropole a notifié le marché au maître d'œuvre. Le maître d'œuvre prendra ses fonctions le 3 mars. Donc il a 14 semaines pour établir l'avant-projet. Mais il faut savoir que quand on parle de la ville de Lambès, on parle depuis la descente du Resquiabou jusqu'au chemin de la Baume. C'est ça. C'est ça. Et le virage, vous le prenez en compte? On parle là-dessus. La métropole s'arrête là. Voilà. Alors, ouais, mais le village s'arrête pas là. Et le réseau de Fluvial. Et ça, on l'aurait payé. On l'aurait payé il y a 3-4 ans en arrière. Ouais, mais vous savez qu'il y a eu des problèmes sur ce virage-là, et donc là, vous faites tout sauf le virage. On ne peut pas faire autrement parce que c'est quand même un peu bizarre. C'est dommage. Et c'est dommage, mais le projet est établi comme ça. On fera une deuxième phase de travaux après. Et voilà. Mais on ne peut pas faire autrement. Le département, il nous a validé qu'une partie. Ouais. Non, c'est le montant qui me paraît. Non, mais le montant. On risque de ne pas faire suffisamment par rapport à. Mais le montant, je crois qu'on avait établi à 470 000 euros, un truc comme ça l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ouais. Là, dès le moment où c'est eux qui vont ouvrir la chaussée, ils vont refaire le bitume dessus. Ouais, nous, les principaux frais, ça va être la réfection du trottoir en montant à droite et la réfection de l'autre partie à gauche. Mais pas sur la totalité. Parce qu'en haut, l'autre partie à gauche, il y a une partie qui est sur du privé, les stationnements. Je ne vais pas engager des frais sur un terrain privé. Bah, on pourrait exproprier ou des choses comme ça. Bien sûr. Mais quoi, c'est tout faire. La cave, vous n'avez pas voulu exproprier. D'accord, ok. Quel rapport avec. Donc, j'explique. Il y a personne. Jean-François, s'il te plaît. J'explique, je donne la réponse, j'explique pourquoi ça va coûter moins cher. Par contre, soyez patient. Parce que dans le meilleur des cas, comme la métropole vient de choisir un maître d'œuvre maintenant, la métropole devrait commencer les travaux fin d'année, début d'année 2025, durée des travaux 2 mois et demi à 3 mois. Apparemment, on va attendre qu'ils finissent les travaux pour nous faire 2 mois et demi, 3 mois de travaux. Voilà le résultat de tout. On va essayer à travers une réunion qui va avoir lieu quand, Michel? Fin mars, on a une réunion avec la métropole,
la direction des routes département, le SMED pour les lignes électriques, notre Gaïa qui nous fait les travaux de voirie, qui va faire le trottoir, pour définir au mieux le planning. Et j'espère qu'à un moment donné, on va réduire le temps global d'intervention. Voilà. C'est l'objectif que je me fixe. Et toutes les bagnoles qui se garent tout le long, là, justement là où vous allez refaire, qu'est-ce qui va se passer pour ces voitures? Ça va être sécurisé. Il y a des endroits où ils pourront continuer à garer et des endroits où ils ne pourront plus continuer à garer. Sur la route, ils vont se garer ou alors Non, pas sur la route, ne touche pas la route. Est-ce qu'on pourrait avoir une vue d'ensemble du projet? Quand ce sera validé par la direction des routes. Quand ce sera validé par la direction des routes. Mais en fait, ça veut dire, en fait, quand c'est validé, c'est-à-dire qu'il y a plus de débat possible. Mais le débat, il est... En fait, moi, tu m'as pas répondu à ma question tout à l'heure. C'est, il y a un certain nombre de projets qui sont à venir, conséquents en montant. Oui. Quand est-ce qu'on va les mettre? Quand est-ce qu'on aura un vrai projet qu'on nous expliquera? Non, non, il n'y est pas. C'est pas un projet, ça. 2 millions, 3 millions, ça te suffit? Non, mais c'est pas un projet. C'est une ligne avec un chiffre. C'est pas du tout un projet. C'est réalisé. Non mais d'accord, je parle des projets à venir. Eh bien les projets à venir, on vous les a décrits. Alors, non, vous ne les avez pas décrits. On veut quand je dis quand est-ce qu'on aura des vrais projets. Non, ça ne suffit pas. Ah ben c'est notre projet, municipalité actuelle, voilà ce qu'on vous propose. Et c'est pas un projet, c'est une ligne avec un chiffre. Mais la prochaine fois que tu fais un projet, tu te fais élire et tu feras le projet que tu voudras. Non mais Jean-François, la moindre des choses, c'est qu'il y ait un débat. Ça sert à ça un conseil municipal. Mais non, mais sinon il n'y a pas d'élu d'opposition dans la démocratie française. Quand vous jouerez le jeu, vous saurez. Mais quel jeu? De quel jeu tu parles? Vous arrivez en retard à toutes les réunions. Je n'arrive pas en retard à toutes les réunions. J'ai informé Régina que l'autre équipe fait partie de la communication. Le stade que vous n'aimez pas, le parc Versailles, il y a eu des ateliers participatifs, etc., etc. En fait, tu es en train de dire qu'il y a juste un peu de discrimination au sein de... Oui, voilà, puisque l'autre équipe est invitée et pas nous. Tu trouves que c'est normal, quoi. Vous êtes invité, et je ne vois pas de quel jeu tu parles. C'est quoi ce jeu dont tu parles? Je prends un exemple. La dernière fois, on a fait la révision c'était quoi l'impôt sur les habitations qui arrivait, c'était fini. Ou la liste électorale. Mais Jean-François, Émilie Vernou, elle est invitée à toutes les réunions, elle ne vient pas changer d'interlocuteur. Eh bien écoute, voilà, c'est fait. Alors, par contre, je veux finir. Et attention, attends, parce que tu es en train de dire qu'on arrive là, comme ça, en conseil municipal, en retard à toutes les réunions. Premièrement, on reçoit, si tu veux, une invitation 5 jours. Mais c'est le règlement. C'est peut-être le règlement, mais si tu veux, la moindre des choses, c'est de respecter qu'ici, tu as des cadres actifs qui bossent aussi à Marseille, qui ont des temps de trajet importants, parce que tu auras remarqué, parce que tu ne le fais peut-être pas tous les jours, mais il y en a qui le font quasiment tous les jours, qu'il y a de plus en plus de monde sur les routes. Voilà. Donc la moindre des choses, c'est juste quand même de respecter qu'il y a des gens qui sont là et qui peuvent effectivement, quand il n'y a pas de possibilité d'aménager son agenda, et qui en plus prennent la peine de prévenir, et Régina, que effectivement j'aurai 10 minutes de retard, et j'imagine que ça a été dit, voilà. Donc en fait les petites remarques juste sur les retards, je pense que c'est pas du tout approprié. Alors, voilà ce que je voulais dire. Je le dis quand même parce que je le pense réellement. Alors ce que je voulais vous tu dire, penses mal parfois. Ce que je voulais vous dire par rapport à la présentation de Catherine, là on vous a présenté ce qui allait se passer en 2024, mais l'objectif du vote du budget, on va raisonner sur 2024 et 2025. Parce que, comme les vestiaires vont être décalés en 2025, on va raisonner budget 2024 et budget 2025. Voilà. Ça nous laissera le temps, j'espère, de pouvoir aussi investir dans le projet de l'ancienne cave, si la décision est favorable, pour tenir les engagements qu'on a eus. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Nadia? Ou d'autres... c'est pas des questions, c'est un débat. Hein, donc c'est une remarque, page 11, sur l'effort fiscal de la commune. On constate que nous, on a une pression fiscale qui est plus élevée par rapport
aux taux moyens communaux et on voulait savoir voilà, comment c'était calculé, comment ça se fait qu'on avait on avait un effort qui était plus considérable que les autres communes. On est légèrement. C'est des moyennes. Hein. En fait, c'est le montant de l'impôt par rapport au nombre d'habitants. Ouais. En fait, comme plus il va y avoir de grosses habitations et plus le coefficient sera élevé en fait. Après, si tu veux prendre, renseigne-toi sur les communes autour de nous et tu verras que le taux de taxes foncières, on est bien placé, quoi. Après, c'était page 15, on constate qu'il y a une différence en termes de subventions, on est à moins 35%. Sur les subventions de fonctionnement, ouais, sur la page 15 par rapport à 2023. C'est quel type de subventions du coup qui ont été favorisées? Ça c'est noté en fait, c'est le filet inflation qui ne sera plus sur le bas de la page 15. Tu as l'explication en fait de la baisse. C'est le filet inflation de l'État qui n'est plus reconduit en 2024. Et c'est également le produit du contrat territorial qui n'est plus versé à la commune, qui le reverse au prestataire, mais qui sera versé directement par la CAF au prestataire. Voilà, mais on n'aura pas la dépense associée et c'est de l'ordre de 69 923 €, c'est bas de page 15, le détail. Voilà, en fait, ça correspond à cette Bon, ensuite, vous ne l'avez pas abordé, mais je vais l'aborder dans le débat d'orientation budgétaire. Vous avez vu qu'a priori, les charges de personnel ne vont pas évoluer ou vont être globalement maîtrisées. 2%. Alors, hein 2%. Ben 2%, c'est rien du tout. C'est normal. Donc, dès demain matin, notre nouveau directeur des services techniques va nous faire sa proposition d'un organigramme qu'il veut. Il est arrivé le 16 novembre, on lui avait donné 3 mois pour qu'il nous présente le nouvel organigramme. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il va y avoir 3 départs au niveau des services techniques. Donc, on va attendre de voir sa proposition. Sur le budget du personnel, je pense qu'on a fait des efforts depuis que nous sommes là, dans tous les domaines. Je vous annonce qu'on va perdre une ADSEM qui est prise à Salon. Donc on aura remplacé une ADSEM également. On a toujours en absence la directrice celle qui est chargée du personnel. Pour l'instant, nous avons Nourine qui fait un intérim. Sabrina devrait reprendre en septembre. Donc on verra si elle reprend. Mais malgré cela, nous sommes, je le répète, une des rares communes à avoir distribué la prime d'inflation l'année dernière. Vous avez vérifié auprès des autres communes comme il y en a qui ont dit. Donc la gestion, elle appartient à celui qui a été élu par les administrés. Et aujourd'hui, je renouvelle ma fierté pour les exercices qu'on vient de passer, après 2 ans de Covid, d'avoir réalisé des projets et de pouvoir vous proposer un montant d'investissement à la hauteur que vous avez vu. Et je vous dis, ça va être couplé avec 2025, parce que si nous faisons la cave, il va falloir sortir environ 1,2 million d'investissements dans la cave, et après il y aura d'autres projets également. Donc, je pense que depuis l'après-Covid, on est dans les clous, et on va le rester jusqu'à la fin du mandat. Voilà. En faisant attention à tout. En faisant attention à tout. Je veux dire, on ne signe pas n'importe quoi aujourd'hui. Les devis, on les a, et on ne signe pas n'importe quoi. Avez-vous d'autres observations sur ce débat? Jean-François, micro. Alors par rapport au projet du stade, moi je voulais simplement rappeler que c'est une infrastructure qui a coûté 3 millions d'euros à la commune, qui est très très largement sous-utilisée par rapport à cet investissement. Et donc moi je voulais savoir qu'est-ce que c'est qui pourrait justifier de rajouter 1,6 million compte tenu de... Eh bien, tu as bien fait de poser la question. Alors vraiment, je l'attendais. J'avais parlé à Jacques ce matin. D'accord. Déjà, c'est pas 1,6 million si vous avez suivi. C'est 1,3 hors taxe. Mais c'est marqué 1,6 million. Non,
parce qu'elle est obligée de présenter un TTC. D'accord. Mais vous utilisez le TTC et leur taxe comme ça vous arrange. Non, mais non, si tu reçois... Un coup c'est hors taxe, un coup c'est TTC, peu importe. On est obligé de respecter... Ou 1,3 million. Tu as posé ta question. Ok. Je te répète, raisonne à 1,3. Ok. On va payer 1,6. C'est pas encore établi, il y a la d'offre qui va sortir. En 2 ans que tu récupéreras le... On va récupérer 16% des 1,3 million, si c'est 1,3 million. Donc, 1,3 million. Donc le différentiel ne sera pas important. Après... Bah, c'est 1,3 million. Après... C'est 1,3 million quand même. Après, ce que je peux te dire, faire un stade, à l'époque, pour une ville de 20 000 habitants, sans faire les vestiaires, tu étais avec moi quand on a critiqué. Oui, c'était ridicule. Voilà. On est d'accord. Alors, on est d'accord. Oui. Mais au lieu d'augmenter de 35% comme il a fait les impôts locaux, il aurait dû augmenter de 60% les impôts locaux et payer pour les vestiaires 300 ou 400 000 euros. Voilà. Moi aujourd'hui je suis coincé. Quand tu dis qu'il n'y a pas d'activité sportive au stade, la foulée du Foussard. Non, j'ai pas dit ça. Attends, oui, tu as dit qu'il n'y avait pas suffisamment. J'ai dit que voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La foulée du Foussard, je pense que globalement, ils ont eu un peu moins de monde que certaines années. Mais le samedi, avant, il fallait voir les gamins au stade avec synthétisme. Ça fait 2 ans qu'ils font ça. Non mais tu n'investis pas 4,5 millions d'euros pour un samedi par an. Mais il n'y a pas que le samedi. C'est ridicule. Vous avez vu l'investissement que Miramas a fait? D'accord? Vous avez vu tous les records qui ont été battus là, cette semaine? Donc à un moment donné, il faut tout mesurer. C'est de la communication. À un moment donné, il faut tout mesurer. Moi aujourd'hui, j'ai le foot avec des équipes de jeunes. Il n'y en avait plus avant. Ils repartent. Ils n'ont que des équipes de jeunes et des vétérans. Il y a l'athlétisme, Christophe en parlerait mieux que moi. C'est impressionnant le monde qu'il y a. D'accord? Après, il y a tous les gens qui habitent Rogne qui vont se faire 10 tours de terrain le soir, 4 tours, 2 tours en fonction de leur tour. Il y a même M. Chabasson, pour le nommer. Il faisait des tours de stade à pied la dernière fois que je l'ai vu. Non, mais c'est pour dire. Ne dis pas qu'il est sous-utilisé. Mais si. Il est utilisé. Pour 4,5 millions d'euros, c'est une infrastructure qui est colossale par rapport à l'utilisation. Et tu reviens, c'est pas nous qui l'avons fait. Mais il n'y avait pas de tribune et pas de vestiaire. On va y rajouter 1,3 million. Et oui, parce que malheureusement, il est rattrapé par l'inflation. Il aurait payé 300 000 les vestiaires quand il a fait le stade. Voilà. Peu importe. C'est pas autre chose où on reviendra sur tous ces points au budget, bien entendu. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que vous allez devoir faire, donc, étant donné que vous allez éponger le bas de laine, puisque vous allez transférer de plus d'1 million d'euros sur la section d'investissement, vous allez en plus faire un emprunt de 1 million d'euros, et donc au niveau bas de laine, il ne restera plus grand-chose. Comment vous allez ensuite faire pour le projet phare de la cave? Comment vous allez faire pour ça? Mais Jean-François, nous ne sommes pas dupes. J'en profite pour relancer pour le recensement. Si vous avez des voisins qui ne l'ont pas fait, il faudrait qu'ils le fassent. Parce que si on dépasse les 5 000 habitants, on aura une dotation supplémentaire de l'État. D'accord? Et normalement, on devrait dépasser ce chiffre-là. Ce sera versé en 2025. Après, toutes les constructions, quand les recours seront purgés, si tu prends, je ne sais pas combien un appartement T3, ça fait 1 000, 1 200 euros de taxe foncière. Tu multiplies par le nombre de logements qui doit arriver. Je ne sais pas si c'est ça, il faut revoir. Je n'ai pas les mètres carrés et tout. Mais ça va rentrer en recette. Mais Jean-François, ça c'est des calculs là sur un coin de table. Eh ben, je te fais ce qu'on voit, oui, c'est ce qu'on veut voir. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réserve, ce que Jean-François appelle un bas de laine, c'est une réserve qui avait été constituée, qui était un petit trésor en tout cas pour Rogne. C'est comment elle était constituée? Tu veux que je te le rappelle? Mais c'est pas l'objectif. L'objectif c'est que si tu veux tout ça, il faut qu'on voit comment ça évolue dans le temps. On n'a pas l'historique. Et d'autre part, on a besoin de projections qu'on n'a pas. Je suis désolée, vous faites un débat d'orientation budgétaire qui est, Catherine, effectivement, bien fait, mais il nous manque beaucoup de données. Et il nous manque exactement ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire il va y avoir ci, il va y avoir ça, tu es en train de le dire là sur un coin de table,
c'est quoi la trajectoire? Quelle est la trajectoire? 3 millions d'investissement. Non, là, un papier, une présentation, 3 millions d'investissement. Un vrai dossier. Voilà, on ne peut pas fonctionner comme ça. Tu l'as le vrai dossier? Mais non, j'ai pas de dossier. T'as des paroles qui s'envolent, qui... voilà, donc... Le programme, il y est, puisque ça fait 3 ans qu'on fait des investissements. Jean-François, il n'y a aucun dossier, aucune commission, il n'y a rien de concret, alors, si tu veux. Il y a juste des 1,3 million, des 1,1 million, des 1 million, ce que tu veux, ça ne qui me sont, dérange voilà. pas. Mais nous, ça nous dérange. Et je pense que si tu veux, tu représentes une partie de la population, pas toute la population, on en représente une partie qui est quasiment à peu près simile. Et je pense que ces gens-là, ils ont le droit aussi de savoir ce qui va se passer. Non, ils ne savent pas grand-chose. Je pense que voilà. Ben non, parce que nous, on 4 pages sur le projet Versailles dans la dernière foulée. Vous savez, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? On peut dire ce qu'on veut. Il n'y a pas de projet présenté dans les instances. Il y a des instances de gouvernance. Administrés de Rogne, nous investissons 2,8 millions à 3 millions d'euros par an. On n'a pas le projet. C'est dit par l'opposition. Vous jugerez comme vous voulez cette phrase qui dépasse l'entendement. Je reviens sur une chose. Ça ne dépasse pas l'entendement. Où sont les dossiers? Où sont les dossiers, si tu veux, en conseil? Quand est-ce que vous les présentez, ces dossiers? On n'arrête pas de dire pourquoi ça a coûté 1,1 million l'éclairage public, alors qu'on a fait un diagnostic sur d'autres communes et qu'on s'était 3 à 4 fois le prix. Pourquoi? On n'a eu aucune réponse. Vous allez dire, on vous donnera les chiffres. On n'a eu aucun chiffre. On arrête de fonctionner comme ça. Vous nous annoncez 1,3 million. Jusqu'à 2026, on fonctionnera comme ça, je te rassure. Voilà. Et tu en es fier de dire ça, là comme ça, publiquement Oui, j'en suis fier parce que... Si tu veux, moi je pense qu'il y a une autre manière de fonctionner. Nous avons préparé l'avenir. Nous avons préparé l'avenir. Avec le stade qui permet aux nouveaux arrivants, le parc de Versailles, d'avoir un coin pour eux. Nous avons préparé l'avenir. On ne remet pas en question les projets. Voilà. On a préparé l'avenir en achetant le parc des Garrigues à 1,3 million. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a appelé, monsieur le maire, je vous offre 1,6 million du parc des Garrigues. Mais moi, quand je l'ai acheté, et l'équipe, quand on l'a acheté, on a dit que ce parc des Garrigues, dans 15-20 ans, peut-être que le maire en place gardera les 80% dans l'optique que Eti a proposé, c'est-à-dire l'environnement, les oiseaux, les ci et là, mais peut-être mettra dans le prolongement du chemin des Garrigues 4-5 hectares qu'il vendra à 5, 6, 7, 8 millions d'euros, etc. Et le bas de laine et les bidons que nous avons Pied-Fouquet, 3 250 000, quand le terrain aujourd'hui se vend 2 millions. Oui. C'est notre municipalité qu'il faut impliquer. C'est toi qui l'as vendu. C'est toi qui l'as vendu, à ce prix-là. Je l'ai vendu parce que j'ai pris le relais de M. Meunier, tu fais bien de dire ça. J'ai pris le relais de M. Meunier parce qu'il avait attaqué, il vous avait attaqué, puisque tu étais avec Peigne à un moment donné. Oui. D'accord? Non, mais Meunier, il proposait, il disait qu'il fallait vendre au moins 6 millions d'euros. Je dis que c'est 3 millions d'euros, le minimum, et les gens de pied, et les gens de la CNEPA, quand je les vois, ils rigolent. C'était 6 millions minimum. Bien sûr. Et qu'il aurait dû être versé à la commune. C'est pas comme nous qui a fait l'erreur. Hein. C'est toi qui l'as vendu. Allez, on ferme ça. Alors, revenons au présent. Je pense qu'on a quand même discuté depuis au moins 3 quarts d'heure. Les autres conseillers, si vous voulez intervenir, vous pouvez aussi. Pour aller dans la salle. Je pense que j'ai donné la parole aux 2 groupes minoritaires. C'est la première fois que je dis ça, ça ne me plaît pas, mais bon, vous voulez que j'emploie ce terme. Après, je n'ai pas repris, mais vous l'aviez dans le dossier du débat d'orientation, les restes à réaliser, et puis les contrats qui sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'investissement. Ça, je ne l'ai pas repris parce qu'on l'a vu et revu quand ça a été prorogé, et c'était dans votre dossier, je ne l'ai pas revu, sinon c'est trop long en présentation. Alors, encore une question, Jean-François. Une question de chaque côté. Une remarque simplement. Voilà, une remarque. Moi je trouve qu'on a de la chance d'avoir des capacités de financement qui sont importantes, donc il faut vivement en profiter, lancer les projets et voilà, quoi, y mettre toutes les subventions qui vont avec, mais au moins qu'il y ait des projets à la hauteur, avec des financements à la hauteur de ce qu'il faut faire. Et c'est bien que tu le dises, je pense que c'est ce qu'on s'efforce de faire. Moi c'est le résultat de... Voilà.
Et l'emprunt, c'est rien du tout un emprunt, hein. 1 million à 3,50 sur 20 ans, faites la règle et vous verrez que ça ne compensera pas la baisse de l'annuité que nous avons en intérêt sur le compte de fonctionnement. Ça ne gênera en rien. Et pour revenir, on va avoir des taxes foncières qui vont prendre 10, 20 ou 30% sans les hausses que la municipalité peut faire. Et pour l'instant, je n'en ai fait qu'une depuis 2014. Je pense qu'il faut oser. J'avais baissé la taxe foncière prélevée à tort par l'ancien maire. D'accord, voilà. Et ça, les administrés sont contents. Non, il faut le faire quand même. Le passé, c'est le passé. Voilà. Maintenant, l'avenir, il faut regarder il y a des capacités d'endettement, on le fait. Il faut aller là. Les projets qu'on ne lance pas maintenant, dans 10 ans, on sera encore en retard. Donc, il faut vraiment mettre les moyens maintenant pour faire avancer tout ça. Tu as complètement raison, mais on a encore des inconnus. On a encore un peu d'inconnus. C'est pour ça que le budget 2024-2025, ça va sortir automatiquement derrière pour moi. Le travail qu'on fait aujourd'hui, en fonction de la décision de la CAF qui va arriver, en fonction des augmentations de taxes foncières, s'ils recommencent à construire les bâtiments qui sont prévus, avec ce fonds de TVA qui est de 450 000 qui arrive chaque année, on a commencé par ça, on peut finir par ça le débat. C'est une manne, ça. Elle n'est pas énorme, mais elle est au niveau de ce que Rhône représente, voilà, tout simplement. Après, je veux dire, on est d'accord avec ça. Nous aussi, on aimerait même qu'il y ait plus de projets, parce que production, autoconsommation, sécurisation d'une vraie piste cyclable qui va au collège. Voilà, donc pour nous, il y a quand même trois sujets qui sont effectivement développer des mobilités, autres que la voiture, sécuriser cette avenue de Lambesc. On les connaît, les projets. Voilà, l'autoproduction, autoconsommation, donc on est plutôt d'accord, mais on sent bien que... S'occuper des ados aussi. S'occuper des ados parce qu'ils n'ont rien, donc en fait on est entièrement d'accord avec ça. Après, il faut mettre le bon montant en face du bon projet. Alors, je vais répondre. Et pour ça, il faut qu'on voit les projets. On va clore le débat après. On clôt le débat. J'en parler pendant 6 heures. D'accord? On clôt le débat. Vous êtes intervenus une fois chacun. Encore le groupe. Je veux dire juste une chose, que tout le monde le sache. Avec Michel, on était à Venelle, la direction des routes l'autre jour. On ne peut pas créer autre chose que ce qui existe de l'Estélan au collège. On ne peut pas mettre des barrières en bois, parce que si une voiture a un accident, aujourd'hui, elle peut se décaler et pour ne pas créer d'autres accidents. C'est exactement la réponse de monsieur Emery il y a 10 jours. Non, voilà. Ça, c'est pas une réponse. Ah, mais c'est une réponse. Non, mais je ne fais pas. Rappelez-vous, Jean-François, je prends un autre exemple pour ceux qui ne savent pas. Quand il y a eu l'accident grave à Concernade, des jeunes de Rhône qui sont arrivés de Saint-Canard, qui ont pris plein pot le gros chêne ou je ne sais pas quoi. Le lendemain, je suis allé voir la direction des routes, je leur ai demandé de mettre des barrières. Ils m'ont dit non, c'est pas possible. Ils ont des règles. Et les règles, elles commencent à être appliquées aujourd'hui. Diminution de vitesse. Aucune création nouvelle de voies nouvelles. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Donc je vous remercie pour ce débat. On est obligé de voter le débat. Voilà. Donc qui est contre? Non. Oui, il faut voter. Juste prendre acte du débat. Oui, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Voter. Depuis 2 ans, on doit voter. Alors, qui est pour? Allez, je vais faire la manière. Qui est pour? Qui s'abstient? Alors, les deux groupes s'abstiennent. Ouais, c'est sûr. C'est votre droit. Mais une abstention, ça veut dire pour. C'est ça, hein? Oui, c'est vrai. Moi, une fois, je me suis opposé à la création de la métropole d'Aix. Et pour la CPA, je l'ai déjà expliqué, je me suis abstenu. Et je n'étais pas contre, donc. Voilà. Bon, après, c'est juste, allez, c'est fini. C'est juste un petit message. Oui, il y aura le bientôt message, le vous l'avez budget passé. et j'espère que nos remarques auront été intégrées quand on votera le budget. On vous a répondu point par point, dans un esprit pour Rhône. Alors, Rhône en est là. On en est au point 5, sur l'autorisation du conseil municipal pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement chaque année on le passe, hein. sur l'exercice budgétaire 2024. Donc jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget, il nous faut donc prendre des décisions sur la section d'investissement
dans une limite de 25% des dépenses d'investissement de l'année de N-1, donc de 2023. Ces dépenses d'investissement étaient de 3 363 000 €. Et ce soir, on vous propose donc un montant à hauteur de 183 560 €. Donc, dans le détail, cela concerne pour les bâtiments et les sites municipaux, audit énergétique des bâtiments pour un montant de 81 240 €, pose d'une centrale alarme intrusion et gouttière à la police municipale pour 4 340 €. Dans un bâtiment scolaire, réfection toit-terrasse et remise en état suite à une inondation, 27 600 €. Bâtiment scolaire, réfection complète d'étanchéité du toit-terrasse et réfection toiture, les Solins, et reprise intérieure suite aux dégâts des eaux, 17 140 €. Donc cela représente donc l'opération 802, 130 320 € donc, dans les bâtiments et sites communaux. Ensuite en voirie et aménagement urbain, réfection du grillage chemin des Garrigues et réfection du réseau d'eau d'alimentation en eau potable pour 33 540 €. En informatique, acquisition d'un ordinateur pour les services techniques avec logiciel, 1 700 €. Chapitre 21, autre matériel du transport, transformation de la benne du Renault Master pour 5 000 € et achat de matériel divers pour les services techniques pour 13 000 €, soit un total de 18 000 €. Donc on vous demande d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement présentées ci-dessus et d'adopter l'ouverture des crédits par anticipation pour la somme de 183 560 €. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc il reste un point concernant le personnel et c'est Jacques qui va le présenter. Oui, donc ça concerne la protection sociale complémentaire. En introduction, je voudrais rappeler que nous avons de mémoire échangé déjà sur le sujet, je crois que c'était fin 2022 lors d'un précédent conseil municipal, avec une orientation, je crois de manière collégiale, qui laissait entendre que nous mandaterions le centre de gestion des Bouches-du-Rhône pour négocier, si je puis dire, avec les prestataires concernés afin d'obtenir au nom de la commune et également au nom de l'ensemble des autres communes qui ont déjà mandaté ou qui mandateront le CDG 13 dans le même sens, afin d'obtenir bien évidemment un taux ou un montant de cotisation le plus faible possible, tout en préservant donc l'ensemble des protections. Donc, si vous en êtes d'accord, je vais faire fi de la lecture de l'ensemble des articles et décrets, parce que c'est toujours fastidieux à énoncer et des fois à écouter, et je rentre directement dans le vif du sujet. Donc, les employeurs publics territoriaux doivent contribuer au financement des garanties d'assurance de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent pour couvrir. Tout d'abord, les risques santé, c'est-à-dire les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, et également les risques prévoyance, c'est-à-dire l'incapacité de travail, l'invalidité, l'inaptitude ou malheureusement le décès. Cette participation deviendra obligatoire pour les risques prévoyance au plus tard au 1er janvier 2025. C'est-à-dire, à minima, le montant minimal de participation s'élève à 7 € bruts mensuels et les garanties minimales éligibles à la participation de l'employeur sont l'incapacité pour 90% du traitement indiciaire, le TI, et de la nouvelle bonification indiciaire, la NBI, et 40% du régime indemnitaire net et l'invalidité pour 90% du traitement net indiciaire. Et au plus, le montant de participation serait porté à 50% de la cotisation à payer par l'agent dans le cas de la souscription d'un contrat collectif à adhésion obligatoire selon les termes de l'accord collectif national du 11 juillet 2023, sous réserve de la transposition normative nécessaire. Le contrat collectif d'assurance est souscrit à l'issue d'un appel à concurrence réalisé soit par l'employeur, soit par le centre de gestion du ressort de l'employeur. Les garanties minimales éligibles à la participation de l'employeur sont l'incapacité de travail et l'invalidité pour 90% du salaire net, c'est-à-dire TI plus MBI plus RI.
J'en viens aux risques santé. Eux, ils doivent être mis en place au niveau de la protection donc, de cette TCS au plus tard au 1er janvier 2026. Le montant minimal s'élève à 15 € brut mensuels. Les garanties minimales éligibles à la participation de l'employeur doivent être proposées selon le mode de contractualisation à définir par l'employeur. Contrat individuel d'assurance labellisé ou contrat collectif d'assurance à adhésion facultative ou obligatoire, souscrit dans le cadre d'une convention de participation. Cette convention est conclue à l'issue d'une procédure d'appel à concurrence avec un organisme d'assurance, soit par l'employeur, soit par le centre de gestion du ressort de l'employeur. Alors avant éventuellement d'écouter éventuellement vos questions, je voudrais simplement rappeler aussi que ce sujet a été mis à l'ordre du jour du dernier CST, qui est très récent puisqu'il date du 1er février dernier, et que donc également l'orientation et la recommandation du CST vis-à-vis du conseil municipal est également de confier cette tâche, c'est-à-dire cette négociation, au CDG 13, et ça a été à l'unanimité autant par les représentants des agents territoriaux que par les élus. Avez-vous des questions? Donc nous, on aimerait savoir si vous avez, le personnel a été consulté. Je viens de le dire à l'instant. Oui, non, mais d'accord, mais bon, moi, je n'ai pas compris que c'était le personnel, tout le personnel, ils ont eu... C'est-à-dire on a passé tous les documents aux représentants du personnel, des agents, qui les ont transmis donc, et énoncés vis-à-vis de l'ensemble du personnel, si j'en crois les retours qu'on a eus au début du CST. Donc oui, je réponds, l'ensemble du personnel a été informé. Alors, si vous en êtes d'accord, on passe au vote. Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. On en vient aux questions. Vous commencez? Oui, allez. Vas-y. Le site des Carrières de Rogne a été exclu du Festival international de piano de la Rogne-Lantéron suite à un avis négatif sur les aménagements d'accès et la non-conformité des lieux en rapport avec le risque incendie. Enfin, c'était le cas jusqu'à l'année dernière. Alors nous regrettons que notre commune ne puisse plus participer à cet événement historique de portée mondiale par la qualité des artistes qui s'y produisent et souhaitons vivement d'y être à nouveau associés. On doit pouvoir accueillir les créations musicales du festival au même titre que les concerts et spectacles estivaux de la commune. Avez-vous pris contact avec l'organisation et qu'est-il prévu pour améliorer l'aspect sécurité de ce site? Vous en avez dit. Donc, tu compléteras, Dominique, si tu veux. J'ai déjà répondu à cette question. Jamais on a voulu arrêter le piano de la Rogne. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, je t'explique. L'année dernière, comme l'année précédente, ça avait été annulé, le piano de la Rogne n'a pas voulu prendre de risque. Pendant le temps où on a sollicité la sous-préfecture pour avoir l'accord. Donc, on a eu l'accord l'année dernière, mais ils avaient balancé le programme au mois d'avril. On a eu l'accord, je crois, le 1er mai ou un truc comme ça. Cette année, on a renouvelé la demande. Oui. Alors, je répète ce que c'est. Si c'est rouge vif, je rajoute vif exprès, on ne fera pas un spectacle dans les carrières. Par contre, il y a le rouge léger, la sous-préfecture considère que c'est du orange. Et en étant validé par cette commission de sécurité... Ils sont daltoniens. Ah non, ils rigolent pas. J'ai pas rigolé quand ils nous ont annulé. Parce que je vous signale qu'en 2014, quand je suis arrivé, l'ancien maire, eh bien, il n'y avait pas le festival de piano quand il est arrivé. Il n'y avait pas souscrit. Donc on avait perdu un an. Là, c'était volontaire. L'année dernière, c'était pas volontaire, puisqu'on a fait les démarches. Par contre, la Rogne-Lantéron n'a pas voulu prendre de risque. Cette année, ils reviennent, avec 2 soirées. Je vous précise que le festival change d'orientation quand même. Hein. Ce sont des mécènes maintenant. Donc ils auraient pu dire, on ne vient plus à Rogne. Ils vont revenir, parce qu'ils n'auraient jamais dû partir. Voilà, donc je te rassure. Et vous allez avoir un scoop. Parce que Dominique, l'autre jour, nous a donné un scoop. On va mettre en place cet été une soirée
et elle va vous dire ce que c'est. Je finis avec le festival. Donc, cette année, on a des spectacles du Festival de la Rogne à Rogne. Oui, bien sûr. Et pas plus tard que ce matin, au courrier, le sous-préfet Cassette a vérifié qu'on avait fait le dossier pour obtenir de nouveau l'accord. Bon. Ce qui a été fait par Dominique et Anne. Et Claire. Très bien. Voilà. Et la surprise de l'année. Non, on vous avait expliqué l'année dernière qu'on avait fait classer la carrière en ZAPEF. Ouais, donc elle est classée en ZAPEF, et maintenant le festival de piano viendra chaque année, à moins que le préfet, à cause d'un très très mauvais temps par rapport aux incendies, décide qu'il n'y a pas du tout de spectacle, pas plus de carrière de la Roque d'Enguerrand que de nous. Mais maintenant qu'on est classé en ZAPEF, il n'y a plus de souci. On ne savait pas. Si, je vous ai expliqué. Pour cette année, non. Sécurisé. Mais c'est pas pour maintenant, c'est pour chaque année. Et le scoop que dont Jean-François vous parle, c'est que cette année, au Festival des Carrières, on va avoir l'honneur d'avoir Carmina Burana, pour ceux qui connaissent, qui est un merveilleux opéra. Tout à fait. Et ils viennent cette année. Le chef d'orchestre habite maintenant Rogne. Et vous les aurez cette année aux Carrières. Pardon ? Ils étaient déjà venus. Ils sont déjà venus. Une fois, oui. Carmina Burana. Les personnes extérieures au conseil n'ont pas le droit d'intervention. Là, c'est différent de quand ils sont venus, puisqu'on met à disposition le site, comme on l'avait mis pour les soirées jeunes. Donc on s'occupe de rien, c'est eux qui gèrent tout. Voilà. Alors, j'en profite pour vous dire qu'en 2024, il y aura ça. Et moi, j'ai sollicité Macha Makeyev pour 2025 pour qu'elle nous fasse une création dans les carrières de Rhône. Voilà. Très bien. Qui c'est ? La directrice de la Crédit. Deuxième question. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les 2 bacs collecteurs d'ordures ménagères qui étaient situés à l'entrée du chemin du Saulnier des 15, départemental 15 des Petits Saint-Paul ont disparu sans que les riverains n'aient été prévenus de ce changement. Avez-vous été informé de cet état? Le cas échéant, quelles sont les raisons qui justifieraient le retrait de ce point de collecte? Alors, pour des questions comme ça, je vous revends intramuros, vous signalez le jour même, et c'est traité le jour même. C'est-à-dire, c'est pas nous, on remonte à la métropole pour savoir ce qui s'est passé. Il semblerait qu'il y ait eu confusion au niveau de la métropole, parce qu'on a eu le temps de vérifier aujourd'hui, qui vont revenir sur place pour voir s'il est réimplanté ou non, tout simplement. Moi, la seule information que j'avais eue, c'est qu'ils étaient toujours retournés, toujours par terre, et qu'à un moment donné, ils ont eu marre de les ramasser. D'autant plus qu'on a 2 points pas très loin, à 500 mètres, le point principal de l'avenue de la Messe, en remontant à Rogne, et on a le point à la sortie des Grands Vergers. Maintenant, s'ils le remettent, ils le remettent. Hein. Mais c'est pas nous. Mais remonter au quotidiennement ce genre de questions. Troisième question. Monsieur Verrier, Aurélie. C'est presque fini, les questions. Alors, depuis le sondage effectué auprès des Rogniens en 2015 sur le projet de déviation à Rogne, le contexte a changé. La direction des routes et du département a indiqué que le projet de déviation n'était nullement une priorité, que le tracé actuel ne répondait plus aux contraintes environnementales actuelles. Nous demandons une mise en débat en conseil municipal d'une vision partagée d'un schéma de circulation tenant compte des évolutions advenues depuis 9 ans, urbanisation du village, aspiration pour des modalités douces, articulation avec le plan de déplacement urbain métropolitain, avènement des véhicules électriques plus silencieux, et d'actualiser en conséquence nos documents d'urbanisme. Nous encourageons dès à présent la mise en place incitative d'itinéraires de délestage pour les camions qui ne se rendraient pas directement par le village. Au village. C'est pareil. Alors, nous avons simulé tous les itinéraires alternatifs
que peuvent emprunter les camions pour éviter la venue de Landesque, par exemple, et atteindre leur destination. Ces itinéraires ne rallongeraient que de 4 à 6 km seulement le contournement du village. Ils peuvent être visionnés dans une vidéo que nous avons réalisée sur YouTube intitulée « Une déviation à Rogne ». Nous souhaiterions qu'une commission ou un conseil municipal soit consacré à ce sujet qui appelle une réflexion approfondie et actualisée. Mais je réponds ce que je réponds d'habitude. Ça ne m'appartient pas. Et l'autre jour, avec Michel, on était à Venelle, la direction des routes, mais ça va être une révolution. Les maires, je vous prends qu'un exemple, il y avait un radar après Mérag pour aller à Pérol. Parce que les gens allaient trop vite et il y avait des risques d'accident, il n'y avait que des platanes. Mais la direction des routes là, a levé le radar contre les maires, ils ne voulaient pas. Donc ils ont tout décidé. C'est pas moi qui vais lancer une étude, eux ils l'ont déjà lancé, l'étude. Et on va la voir en retour. Par contre, on m'a précisé qu'il y a 4800 voitures qui viennent de Cadenet tous les jours. Et ils vont nous donner les autres chiffres. C'est 12 000 véhicules à peu près. C'est pas 12 000 d'après ce qu'ils nous ont dit. Il y a Michel qui est témoin, hein, mais j'ai pas le chiffre. Ça sera 10 000. Le seul chiffre qu'ils nous ont dit, c'est 4008. On avait en tête 4006 ou 4003 de la Saint-Canard, et on va voir ce qu'il en est. Regardez, il y a des câbles depuis la dernière réunion. Ensuite, je vous confirme que la D543 reste une route pour les convois exceptionnels. Pas plus tard que la semaine dernière, il y en a eu un. Au cas où ils ne peuvent pas passer par le circuit normal. Donc n'attendez pas de miracle sur cette route. Le collège, pas possible, je vous ai donné l'information tout à l'heure. Après, en ce qui concerne la déviation, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait fait un sondage. 756 Rogniers s'étaient présentés. C'était présenté pour voter. 411 pour la déviation, 342 contre et 3 nuls. 20 annotations dans l'enquête sur la déviation que j'ai ressortie. À la sortie, j'ai accepté le chiffre, puisque le département, on les avait prévenus qu'on allait faire le référendum, entre guillemets, et j'ai demandé à ce qu'ils soient inscrits dans le PLU. Pour le PLUI, le département nous a posé la question. Moi j'ai dit, j'ai un sondage qui a été fait auprès de la population, je ne vais pas changer d'avis. Vous en referez un plus tard si vous voulez. Et le tracé de la déviation, des dessertes de quartier, comme disait M. Hung, sont dans le PLUI. Vous avez l'occasion, à travers l'enquête PLUI, de faire des annotations si vous le souhaitez. Voilà, c'est la proposition. Pourquoi garder un tracé si jamais il ne se fera jamais? Mais je ne sais pas, j'ai aucune lettre qui me dit que ça se fait pas. On a cru comprendre avec Michel. Ça fait 10 réunions que tu fais qu'on te dit là, ils ne le font pas. Non, c'est faux. Michel est là, je reprends un témoin. C'est M. Emery qui nous a fait comprendre à une réunion qu'a priori, ça ne se ferait pas. Mais je n'ai rien d'officiel, je n'ai pas de courrier de Martine Vassal. Mais ça fait 5 ans. Mais écoute-moi. Mais à la réunion de Venelle, le premier hypothèse de travail, pas de création nouvelle de voie. Donc, dès le moment où ils disent ça, on peut comprendre qu'il n'y aura pas de déviation. Ben oui. Mais je n'ai rien écrit. Donc, ça veut dire, servez-vous du PMI si vous voulez faire des remarques. Voilà. Par contre, ta vidéo, elle date de 2014, non 15. Ouais. Donc, quand tu dis que les gens de Cadenet qui veulent aller à Aix, ce serait bien, avec 4 km de plus, de passer par le puits et de tomber dans le goulot d'Entremont de Venelle, je crois qu'ils passeront jamais par là. Hein. Bah, ils tomberont dans le goulet d'Entremont. Non, Jean-François, vas-y. C'est une catastrophe. Venelle, ils en peuvent plus. Quand ils arrivent par la route des Alpes, c'est une catastrophe en ce moment. Donc, c'est pour ça que je te dis, ça date de 2014. Et on est en 2024. Voilà. C'est que pour les camions, hein, on parle. Non, mais les camions, il y a le transit et le reste.
le camion qui se plante devant la croix de Claudie et qui arrive par la route de... Ça arrive une fois tous les 50 ans. Non, ça arrive souvent. C'est les GPS. Bon, voilà. Alors, donc le département va nous donner, ils nous ont pas envoyé ce qu'ils nous ont envoyé, ce qu'ils nous ont projeté. On va attendre. Dernière question. Alors, le Code général des collectivités territoriales prévoit 5 jours francs minimum, séparant l'envoi de la convocation au Conseil de sa tenue. Ce délai paraissait raisonnable lorsque des commissions étaient organisées en amont des conseils. Cela n'étant plus le cas dans ce mandat, nous pensons que ce délai est beaucoup trop court pour que nous puissions préparer le Conseil dans de bonnes conditions et être pleinement informés des points portés à l'ordre du jour. Serait-il possible d'allonger ce délai pour des conseils importants tels que celui du budget, du débat d'orientation budgétaire comme ce soir, ou tout autre conseil abordant des points sensibles? Eh bien, l'État a pris la décision, compte tenu qu'on change de comptabilité, de faire envoyer le projet de budget 12 jours avant. Mais il n'a pas jugé bon que le débat d'orientation budgétaire en soit à 12 jours. Voilà. Je t'ai répondu. Mais c'est le minimum, hein. Ah non, non. Tu pourrais décider que ça soit un peu plus. Mais ils l'ont pas fait, ils l'ont fait pour non, le mais budget. toi en tant que... Non, mais moi je le fais pas, Mais non, mais on a bien compris. Non, parce que vous croyez que la présentation de Cathy, elle a mis 3 quarts d'heure pour la faire, la présentation? Hein? Depuis le 1er janvier, on attendait les derniers paiements, les dernières entrées, le dernier fonds de TVA, on a reçu la semaine dernière. Hein? Donc, non, mais ça serait bien qu'on ait des et je pense qu'en petites réunions avant le conseil. Ne t'inquiète pas pour la réunion, je ne vais pas prendre un exemple ancien puisque le passé on ne peut plus rien faire. Donc je vais vous demander 10 minutes. J'avais 16 points, mais on en a déjà abordé. Je voudrais, j'espère que tous les élus, vous avez fait votre déclaration de recensement. Donc, oui. Déjà. Oui. Au moment où on parle, on est à 76%. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas le faire. Je vous ai donné la raison, il faut qu'ils le fassent. C'est pour l'avenir de Rhône. Donc si vous avez des voisins qui vous disent on ne le fait pas, expliquez-leur que si la population de Rhône passe à 5 000 habitants, la dotation de l'État, peut-être on aura 50 000 euros de plus. Et on les prendra les 50 000 euros. Aujourd'hui on a 200 000. Hein, d'accord. Voilà. Ensuite, le personnel, je voulais évoquer les changements. L'avenue de l'Ambex, on en a parlé. La Poste, je suis désolé, parce qu'on a des gros problèmes de distribution de courrier, au moins dans 3 secteurs. Ça a été remonté. Ils nous ont supprimé la boîte aux lettres. Ce sera remonté. C'est pas terrible ce qu'ils font. Point à la ligne. Collecte des déchets alimentaires à compter du 1er janvier. Nous avons décidé de signer une convention avec la métropole. Donc nous allons avoir une personne qui va venir voir les services techniques pour expliquer ce qu'ils attendent de nous, notamment dans les écoles, pour faire le... Une révision. Non mais le quoi? Faire quoi? Le compostage, voilà, je voulais que tu le dises. Voilà. Donc, il y a une réunion qui est prévue, on va voir ça. Ensuite, la cour d'école avec le CAUE. Nous sommes en phase presque terminale du projet. Les gamins, comme vous l'avez vu dans la fenêtre du Foussin, avaient fait 3 propositions, ou 2 propositions. Le CAUE a fait 3 propositions dont les éléments ont été présentés aux professeurs, à l'AFR, etc., aux parents d'élèves. À l'issue de cette réunion, le CAUE va nous reformuler un projet. Donc dans peu de temps, on pourra vous en parler. Fin mars. Ensuite, vous avez vu que les travaux à la maison Panizy ont démarré. 3 logements sociaux pour la fin de l'année. Que le parc des Garrigues a démarré, je vous l'ai dit. En ce qui concerne le parc de Versailles sans S, très certainement, nous ferons une inauguration. Mais la date n'est pas encore réservée. Je voulais vous avertir, mais vous devez le savoir déjà en tant que parent d'élève, qu'il va y avoir une suppression de classes au primaire, suppression justifiée par rapport au nombre d'élèves. Les classes, au lieu d'être à 23,45 élèves, seront à 25,80. Donc on travaille toujours dans le confort.
par rapport à d'autres communes qui sont à 29, 30, 31. Voilà. Ensuite, j'ai des observations de résidents de la rue des Pénitents qui voudraient un sens unique, parce qu'il y a des dégradations sur leur maison. Donc d'ici la fin de l'année, on ira voir un peu les gens pour savoir si on peut le faire. Comment il passe à 2 Sens montant, circulation sens montant. Ça va changer quoi? Eh bien, ils seront déjà rassurés de ne pas avoir leur volet cassé. Les gouttières enlevées. Dans la rue des Pénitents, ils se croisent. Oui, rue des Pénitents. Les voitures se croisent dans la rue des Pénitents. Mais où ils reculent pour laisser passer l'autre. C'est pas possible. Jean-François, j'ai vu les 3 personnes. Ensuite, donc, l'enquête PMU. Nous avons reçu avec Daniel, Monsieur Marouget, donc, qui est le commissaire enquêteur. Vous avez sur tous les réseaux de la commune le site Intramuros et Facebook tous les éléments concernant cette période d'enquête PMI. Ensuite, confirmation en réunion Suez Métropole pour les travaux à venir de l'Ambex, notamment la montée de l'Ambex, que nous sommes autonomes avec les 2 réservoirs d'eau que nous avons. 22 heures, tu peux dire à quoi ça correspond? 25 heures, on peut tenir. Voilà. Donc on est autonome. Et la nappe est OK. Si vous allez à Jouques, vous voyez l'Oréal couler aujourd'hui. Et il me semble que le bassin, en gros, là-haut à Sabine, il est plein. Voilà. Donc là, j'ai la réponse que tu attendais officiellement. Et je voudrais terminer juste par un clin d'œil d'une personne. Je vous dirai pas le nom, hein, bien sûr. Qui a aperçu une jeune fille de 12 ans qui paraissait panier au bord de la route. Grâce à son action, grâce à l'action de la PM, cette jeune fille de 12 ans a pu être ramenée dans le collège où elle devait être, etc., etc. Donc je remercie sans la citer cette personne et je vous invite, si vous avez des situations un peu compliquées, à appeler la PM qui a rempli son rôle là. Voilà, je vous souhaite une belle fête de soirée. Merci.